Donc, là, l'objet de cette deuxième partie d'intervention était donc d'évoquer, de continuer avec les différents modules encore de la climatrice. Donc, on a vu le module MS et MC. L'idée était donc d'évoquer cette fois, dans cette sous-partie, le module M16 et M16C. Pour le module M16, c'est pour module saisonnier, et M16C, avec la lettre C, c'est donc pour le saisonnier comparatif. Par rapport à ce principe des modules, le module M16 permet d'éditer un rapport qui est très court, donc de 6 ou de 7 pages. La 7e page pourra être de façon facultative le plan de l'espace, donc au moins 6 pages. De façon à pouvoir vous permettre d'affiner par rapport au MS. On va pouvoir affiner les tendances climatiques qu'on voyait déjà au MS, mais cette fois de façon saisonnière, comme ça on va pouvoir avoir un comparatif hiver, printemps, été, automne. Et de pouvoir aussi estimer ou tout le moins appréhender un peu l'inertie des espaces au fil des saisons et pourquoi pas de mieux paramétrer, c'est un peu l'objectif, de mieux paramétrer les équipements de régulation au gré des évolutions saisonnières. Alors que le module MS dont je vous ai parlé tout à l'heure, on pouvait faire une étude qui pouvait aller de quelques heures à une journée, à une semaine, jusqu'à 2 ans. Là, pour que le module M16 puisse commencer à être pertinent, il faut au moins qu'il y ait au moins 5 ou 6 mois de données correspondant à au moins 2 saisons. Utiliser M16 pour moins de 5 mois, ça n'a pas d'intérêt. Donc et l'idéal, ce serait de l'utiliser sur une année, de façon à pouvoir vraiment apprécier l'évolution des 4 saisons. Donc au moins 5-6 mois pour comparer peut-être 2 ou 3 saisons entre elles, et idéalement sur un an. Et la version M16C, donc c'est son pendant, le pendant comparatif. Comme on l'a vu pour MS et MC, la version M16C vous permet d'établir un bilan comparatif saisonnier pour différents espaces, jusqu'à 30 espaces, de la même façon que pour les autres modules. Le M16C va vous permettre d'éditer un rapport automatisé de la même façon de 10 pages. Donc voilà à quoi ressemble le rapport M16 qui sera édité. C'est un rapport où on retrouve notre tableau récapitulatif exactement de la même forme et avec le même nombre de lignes que la version MS. Où on retrouve nos tendances sur nos minimums, nos maximums. On retrouve notre taux de satisfaction par rapport à la plage de climatique qui a été préalablement fixée. On retrouve également aussi notre plage de satisfaction par rapport au référentiel de stabilité climatique, de stabilité sur l'année ou sur la période d'étude ou sur les 24 heures. Mais tout cela avec 4 colonnes en tout, puisqu'il y aura la colonne hiver, printemps, été, automne. Et également, il s'associe à ce tableau récapitulatif différents graphiques, et notamment graphique boursier et des nuages de points. Le graphique boursier, on en a déjà parlé, mais vous avez à ce moment-là, comme vous pouvez voir à l'écran, pour l'unité relative, vous avez le comparatif avec un graphique boursier, un comparatif saison par saison, ce qui nous permet de voir que, par exemple, ici, dans le cas de figure présent, l'été au moins va être le plus respectueux du référentiel de plage climatique, puisque c'est celui qui, pour les 2 tiers des valeurs, on voit que les 2 tiers des valeurs représentées donc par ce rectangle bleu s'inscrivent bien dans l'encadré vert correspondant à la plage climatique préalablement fixée de 40-60% d'humidité relative. Après, en termes de stabilité, on voit que les rectangles colorés sont à peu près de la même amplitude, de la même longueur, ce qui fait qu'ils ont à peu près tous la même stabilité, mais qu'en tout cas, comme il s'agit là de rectangles qui sont très allongés, on est très très peu stable. Mais en plus de ce graphique boursier sur la période et saison par saison, vous avez également, juste en dessous, un même type de graphique boursier, mais cette fois pour apprécier la stabilité sur 24 heures. Donc c'est pour ça que sur la stabilité sur 24 heures, plus le graphique boursier sera bas, plus ça veut dire qu'on sera en dessous, enfin que la variation sur 24 heures sera faible. Donc là, on peut voir avec un graphique boursier comme celui-ci vers le bas, on peut voir que pour la saison correspondant à l'hiver, donc la saison tout à gauche, en fait, on sera mieux en termes de stabilité sur 24 heures que la version été qui apparaît au troisième boursier. Donc des boursiers, des nuages de points avec 4 nuages de points, chaque nuage de points avec un code coloré. Donc le bleu, ça sera le nuage de points bleu, c'est pour l'hiver, le nuage de points printemps sera rose, etc. Et on aura donc du coup aussi l'automne et l'été. Et comme je vous l'ai dit, facultativement, vous pouvez aussi intégrer le plan des espaces de façon à pouvoir l'associer au PDF que vous pourrez donc ensuite éditer. Donc comment utiliser
M16. On revient sur notre... Donc, en plus de votre onglet mode d'emploi, le classique qui apparaît dans tous les modules, vous avez donc l'onglet qui s'appelle Données, dans lequel vous allez pouvoir injecter vos 4 colonnes, date, heure, température et humidité relative. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, toutes les colonnes grisées, ce seront donc des formules automatiques dans lesquelles vous n'avez pas besoin de faire une quelconque manipulation. Vous avez juste à vérifier au sein de cet onglet-là que les colonnes de L à P correspondent bien à votre souhait, c'est-à-dire ce seront vos colonnes de référentiel. Là, ici apparaît à l'écran notre plage de climatique de conservation en colonne M, qui est de 18-22, de 45-55. Ça vous convient, puisque ce sont celles qui sont renseignées de façon qui sont pré-renseignées. Vous avez la possibilité donc de les modifier manuellement. De la même façon, il va falloir aussi que vous vérifiez aussi le pas de mesure qui apparaît en cellule L8. Donc ici, en l'occurrence, dans la capture d'écran, ici, toutes les heures par défaut. Donc vous remplissez, vous faites coller les valeurs dans ces 4 colonnes et vous vérifiez, comme je viens de vous le dire, les référentiels et le plat de mesure. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez basculer dans vous avez juste à faire ça, ce fameux coller les valeurs. Vous allez dans votre rapport climatique. Et dans le rapport climatique, vous avez juste à intégrer le nom de l'espace. Éventuellement à associer facultativement, donc c'est un autre onglet, le fameux plan des espaces, dont on a déjà parlé. Donc c'est facultatif. Et après, le reste se fait automatiquement. Donc le rapport obtenu, le rapport avec M16, en fait, vous n'avez juste que ces manipulations-là à faire, puisque l'ensemble du rapport, alors que je vous avais dit que pour MS, il y avait quand même quelques modifications pour les courbes. Là, comme il n'y a pas du tout de courbes thermohygrométriques, comme il n'y a que des graphiques boursiers et des nuages de points, les graphiques se font vraiment intégralement automatiquement. Donc c'est pour ça que le M16 se fait très, très rapidement, puisqu'en fait, vous n'avez aucune autre modification à opérer que celle du changement du nom de l'espace et celle du coller les valeurs au sein de l'onglet Données. Et le rapport M16C, voilà à quoi il ressemble. Donc vous allez être familiarisé puisqu'on retrouve à peu près le même principe que pour le rapport MC. Donc il va vous donner un tableau général des tendances climatiques saison par saison, donc les moyennes, les maximums, les maximales, l'essentiel des valeurs, donc le fameux écart type, l'essentiel des valeurs sur 68%. Et vous retrouvez toujours votre tableau à la fois température et humidité relative, de la même configuration avec un rang de classement, avec le code couleur vert, plus c'est vert, plus c'est stable, plus c'est rouge, plus c'est satisfaisant, plus c'est rouge, moins ça ne l'est, et espace par espace. Donc ça, on l'avait déjà évoqué. Et de la même façon que pour MC, la version M16C vous propose la même chose, vous propose aussi le comparatif des boursiers alignés, et cela saison par saison. Donc pour utiliser la version M16C, ce que vous allez faire, c'est comme la version pour MS et MC, vous allez ouvrir votre fichier source, votre fichier initial, le M16. Vous allez coller, donc dans le fichier M16, vous avez de la même façon un onglet qui s'appelle fiche pour climatrice M16C, qui réunit, qui synthétise dans une colonne E toutes les données à avoir, toutes les données qui seront nécessaires pour le M16C. Vous copiez l'ensemble de la colonne, de la cellule E1 à E99. Vous ouvrez en parallèle votre fichier M16C et vous y collez les valeurs. Et le reste se fait totalement automatiquement puisque votre rapport M16C, vous n'avez rien d'autre à modifier, vous n'avez aucun graphique à modifier. Il se fera automatiquement une fois que vous avez injecté, colonne après colonne, les différents espaces que vous souhaiteriez comparer. Autre module que vous pouvez utiliser qui s'appelle le Mext pour module extérieur. Très clairement, il s'agit d'une extension du module MS, puisque c'est exactement les mêmes dispositions, ça ne change pas du tout du module MS, sauf qu'on a souhaité intégrer, et ça c'est grâce au travail d'une stagiaire au département de la conservation préventive qui s'appelle Audrey Braccini, qui avait fait un stage au département de la conservation préventive et qui avait pu déterminer la possibilité, la façon et la méthodologie pour extraire les données Météo France. Donc pour récupérer gratuitement les données Météo France, elle a fait tout un protocole qui apparaît effectivement dans un onglet spécial de ce module, de façon à ce que si vous n'avez pas, même si on le conseille d'avoir un capteur toujours en extérieur, si vous ne l'avez pas, et si vous savez que votre ville a une antenne Météo France, une station Météo France à proximité de votre établissement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc vous allez commencer à regarder s'il existe cette donnée Météo France, et si elle existe, vous pouvez récupérer gratuitement les données. Depuis janvier 2024, elles sont gratuites.
Et à ce moment-là, vous pourrez, grâce à cette explication pour extraire les données Météo France sur lesquelles avait pu travailler Audrey, vous pourrez donc derrière éditer un rapport de cette page qui ressemble exactement au module MS, puisque le module MX correspond au module MS préalablement vu. Et cela, on pourra avoir aussi, grâce à ce module, avoir une vision comparée pour chaque saison extérieure. Donc ça va vous permettre aussi, derrière, d'avoir une connaissance de votre climat extérieur et au regard de ce que vous avez pu faire avec les autres modules pour pouvoir faire un comparatif extérieur-intérieur. Sachant qu'on voudrait, donc à l'état actuel MX est téléchargeable, l'idée, ça serait de pouvoir aussi le modifier. Je n'ai pas encore réussi à le modifier encore, puisqu'il y a une poursuite de développement que je voudrais faire, puisque j'arrive à établir, parce que si on intègre les données des espaces intérieurs, l'idée, ça serait de pouvoir savoir si notre espace intérieur présente une bonne isolation ou une bonne étanchéité à l'air. Et donc l'idée, ce serait de façon pas forcément aussi précise que bien évidemment un bureau d'études techniques spécialisé, mais l'idée, ça serait de moins d'avoir une tendance de pouvoir apprécier le niveau d'isolation et d'étanchéité approximatif certes, mais entre l'extérieur et l'intérieur. Et pour cela, il va falloir pouvoir déterminer un taux d'amortissement et un taux de déphasage, puisque un bon espace qui est à la fois isolant et étanche, donc isolant à la température et étanche à la vapeur d'eau, doit pouvoir effectivement limiter, amortir les variations extérieures, mais également aussi les déphaser, c'est-à-dire les réduire dans le temps, enfin du moins les déporter dans le temps. Donc plus effectivement un pic qui a été perçu à l'extérieur va mettre du temps à être perçu à l'intérieur de notre espace, plus ça veut dire qu'on est dans un espace qui est bien isolé et bien étanche. Du coup, ça, je voudrais le mettre en place. Le taux d'amortissement, potentiellement, il peut déjà être réalisé. Donc ça, il est facile à calculer. Par contre, c'est comment automatiser le déphasage. Ça, j'ai pas encore réussi à le faire, mais en tout cas, l'idée, ça sera de pouvoir continuer à développer ce module-là pour pouvoir, de façon très approximative, certes, mais en tout cas, pouvoir apprécier un minimum ou avoir une idée très approximative de cette isolation et de cette étanchéité à l'air. Actuellement, en tout cas, à défaut d'avoir cette poursuite-là du travail, c'est à l'état actuel, voilà à quoi ressemble le module ou le rapport qui aurait été édité avec MX. Il va y avoir le fameux tableau récapitulatif des tendances climatiques, on le retrouve. On retrouve notre graphique boursier et ainsi que des courbes horodatées. Quand je parle de courbes horodatées, donc c'est des courbes thermohygrométriques classiques, température, humidité relative, rapport de mélange, température de rosée qui apparaissent. Et cela également, en plus, ce que vous voyez en bas, la version avec les variations sur 24 heures dont avait parlé hier Stéphane. Également se retrouve dans cette version module extérieur, le but aussi du module extérieur, c'est de faire un comparatif avec les variations saisonnières. C'est pour ça qu'une étude avec MX devrait être au moins sur 5 mois, comme pour le M16 qu'on a dit tout à l'heure, sur au moins 5 mois, jusqu'à une année, pour pouvoir apprécier l'évolution du climat extérieur. Et donc, vous avez ici la version MX, où on voit un graphique boursier saison après saison. De la même façon, on retrouve, c'est pour ça qu'il est aussi similaire en fait MX à la version M16, puisqu'on retrouve également notre diagramme, nos nuages de points, notre fameuse dispersion des valeurs extérieures. Comment l'utiliser? Donc vous avez donc différents onglets, donc le reste va être assez familiarisé. L'onglet qui diffère un peu des autres modules, c'est ce fameux onglet pour télécharger les données depuis Météo France. Donc là, Audrey avait pu établir tout un protocole qui apparaît ici. Donc elle nous dit comment faire étape par étape. Et une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez fait, c'est pour ça que les différents onglets, je reviens, les différents onglets ont un numéro d'étape. Donc là, on est sur l'étape 1, donc collecter les données Météo France. L'étape 2, c'est comment nettoyer les données Météo France qu'on a pu récupérer, de les nettoyer totalement automatiquement. Donc une fois que vous les avez récupérées, vous avez juste à les coller les valeurs dans les 4 premières colonnes et automatiquement, l'application va faire le nettoyage, ce qui apparaît à droite. Et une fois que vous avez fait cette deuxième étape de retranscription, de transcription des données pour les nettoyer, vous avez juste à venir sur la troisième étape, c'est-à-dire coller les valeurs nettoyées dans ce troisième onglet. Vous allez juste à vérifier également si le pas de mesure, si c'est bien toutes les heures. Et à ce moment-là, vous pouvez disposer d'un rapport climatique. Donc il y avait le fameux l'onglet rapport climatique où vous allez indiquer le nom de la ville. Donc, bien évidemment pas le nom de l'espace puisque l'espace c'est l'extérieur, mais en tout cas le nom de la ville. Et comme je vous l'ai dit, dès le moment où vous avez des courbes thermohygrométriques, comme l'application est programmée sur 25 000 lignes,
Et ben pour éviter d'avoir un graphique qui semble soudainement s'interrompre, et ben vous devez faire comme on l'avait vu tout à l'heure avec le module MS, modifier manuellement le chiffre de 25 000 lignes. Donc vous allez vous taper, vous faites votre fameux clic droit, vous faites sélectionner les données, ligne après ligne. Vous allez changer le chiffre de 25 000 par le chiffre correspondant à la dernière donnée que vous avez pu collecter. Arrive le module MP, donc l'immatrice MP pour module de prévision, qui est un module qui, au moment en 2022, avec justement ce qu'on avait évoqué hier sur la crise énergétique, l'idée c'était de savoir qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait effectivement, ou soit si on arrêtait, ou si on n'avait pas, parce qu'on est sur un monument historique ou qu'on n'a pas les possibilités d'avoir un équipement de modification de l'hygrométrie. Qu'est-ce qui se passerait si on modifiait la température? Est-ce que, en modifiant simplement la température, est-ce que la stabilité hygrométrique, est-ce qu'on gagnerait? Est-ce que si on rajoute 1 degré, 2 degrés, ou au contraire on les retire, qu'est-ce qui se passerait sur l'hygrométrie? Ça, dans un contexte où on n'a pas d'équipement de régulation de l'hygrométrie. Parce que si vous êtes équipé, ce module MP, vous n'avez pas à l'utiliser, parce qu'a priori, tout changement de température devrait être compensé par les installations de modification de l'hygrométrie. Donc le module MP permet de disposer d'un rapport de 4 pages qui simule l'évolution de l'humidité relative. Donc c'est vraiment de la simulation. C'est juste une simulation parce qu'on part du principe de qu'est-ce qui serait passé dans la situation, donc l'année précédente, qu'est-ce qui serait passé si on avait juste augmenté ou diminué de X degrés. Donc il s'agit donc d'une simulation qui va vous permettre potentiellement de visualiser l'écart entre la situation réelle, qui s'est donc déjà déroulée, par rapport à une situation simulée, une situation envisagée. Ça vous permet aussi, du coup, par rapport à cette situation simulée, de savoir quelle serait la quantité de vapeur d'eau qu'il va falloir compenser. Est-ce que je dois en rajouter de la vapeur d'eau? Est-ce que je dois au contraire en retirer? Et donc, ça va potentiellement permettre, si vous êtes dans un espace où il n'y a pas de système de régulation de l'hygrométrie, de savoir s'il va falloir vous en équiper. Et si vous devez en acheter un, quel est le dimensionnement de cet équipement, puisqu'il va falloir savoir quel est le nombre de grammes de vapeur d'eau à ajouter et à retirer en fonction du fil des saisons. Donc ça peut être quelque chose qui va vous permettre de savoir quel est l'équipement pour lequel se doter. Et également, ça permet aussi de savoir si un simple chauffage de conservation, au-delà d'acheter un humidificateur ou un déshumidificateur, si on peut partir simplement sur un chauffage de conservation et si justement l'ajout ou le retrait de calories permet déjà de stabiliser ou de rendre un peu plus satisfaisant, d'améliorer la situation. Donc, comme je vous l'ai dit, le module ne s'applique pas dans un espace qui est déjà équipé d'un système. Il va être uniquement utilisé pour un espace qui est dépourvu de tout système de régulation de l'hygrométrie, parce que normalement, le système de régulation de l'hygrométrie, il est prévu pour compenser justement ces variations de la température. Donc, voilà à quoi va ressembler le rapport MP. On retrouve encore toujours ces fameux tableaux. Donc, c'est exactement le même tableau que le module MS. Vous voyez que les couleurs sont un peu plus pastel parce qu'on est dans la version simulée. Donc c'était vraiment pour faire un distinguo visuel entre la version MS où les couleurs étaient beaucoup plus brutales, plus franches. Là, on est sur du rose pour la température, on est sur du bleu turquoise pour la l'humidité relative parce qu'on est dans une version imaginée. Et la version imaginée, elle est dans la situation présente affichée ici à l'écran, imaginée avec une baisse de 2 degrés. On aurait pu faire une baisse de 1 degré, on aurait pu une augmenter de 10 degrés. Enfin, là, on est libre sur ce qu'on veut faire pour voir comment vont réagir la situation. Il va réagir potentiellement ou de façon imaginaire, simuler l'espace. Et on retrouve notre code tricolore puisque du coup, on a la version simulée. Si on optait pour une baisse de 2 degrés, eh ben, on serait dans une situation assez satisfaisante pour la température, peu satisfaisante pour l'humidité relative en termes de plage climatique et ainsi de la même façon pour les référentiels de stabilité. De la même façon, vous avez un des graphiques boursiers qui complète ce tableau de tendance avec à gauche le réel, à droite la version simulée. Donc si on baisse de 2 degrés, vous voyez que les graphiques boursiers, c'est décalé de 2 degrés. Et du coup, derrière, vous voyez qu'en baissant de 2 degrés dans cette situation-là, en fait, derrière, l'humidité relative va automatiquement remonter dans le plage climatique de référence. Donc à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, une baisse de 2 degrés nous permet de rentrer dans notre plage de conservation qu'on aura préalablement fixée. Donc ça nous permet d'avoir ce visuel-là. Et il y a aussi 2 graphiques qui permettent d'apprécier les quantités de vapeur qu'il va falloir apporter ou au contraire extraire pour assécher. Donc soit apporter, c'est-à-dire humidifier, extraire, c'est-à-dire assécher, et du coup d'orienter vers un achat d'un système de régulation éventuel. Vous avez donc ce graphique boursier qui est vert, donc s'il est vert, c'est qu'il correspond au rapport de mélange. Autrement dit, là, dans la situation exposée, on voit quelle est la plupart du temps
quelle serait la quantité de vapeur d'eau qu'il faudrait rajouter. Donc la plupart du temps, par rapport à ce graphique boursier, on sait qu'il faudrait rajouter entre 0 et 2 grammes de vapeur d'eau dans notre espace la plupart du temps. Donc déjà, ça nous permet de dimensionner notre appareillage. Et également, au-delà de ce graphique boursier, est associée une courbe qui vous permet en fait de voir à quel moment, puisque c'est une courbe horodatée, savoir à quel moment dans l'année il faudrait humidifier. C'est-à-dire que si on est, parce que là vous avez ici un axe matérialisé par des tirets orange, l'axe correspond à 0. Au-delà de 0, au-dessus de 0, c'est vouloir dire apporter de l'humidité. Et en dessous de 0, en dessous de l'axe de 0, ça veut dire au contraire retirer de l'humidité, donc assécher. Et donc ça nous permet de savoir à quel moment il va falloir enclencher et sur quelle valeur apporter des grammes de vapeur d'eau, sur quel moment de l'année et à quel moment au contraire il va falloir au contraire assécher si on est sur un système qui à la fois assèche et déshumidifie. Et donc de pouvoir agir au fil du temps, au fil des saisons. Pour cela, pour l'utiliser, vous avez un module renseignement dans lequel, qui est de la même façon très rapide à compléter, puisqu'il vous faut juste remplir le nom de l'espace, vérifier par rapport aux données que vous avez pu récupérer si elles sont toutes les heures, enfin vérifier le pas de mesure. Et de la même façon, la deuxième partie de ce fichier, de cet onglet de contextualisation, vous permet également de préciser la plage de conservation que vous avez souhaité et les référentiels de stabilité qui sont donc pré-renseignés, pré-inscrits. À vous de déterminer si ça vous satisfait en état ou si vous souhaitez modifier par rapport à la situation auquel vous êtes confronté. Vous avez donc un deux autres feuillets qui est le feuillet de données brutes dans lequel vous allez donc injecter, verser les données que vous allez donc préalablement nettoyer. Et donc on retrouve nos fameuses 4 colonnes et nos colonnes grisées après, colonnes grisées donc, qui se font automatiquement. Vous avez par contre juste cela, donc au-delà du coller les valeurs sur les colonnes BAE, vous avez par contre à vérifier ou au cas à changer la cellule R, la cellule R1, puisque c'est là où vous allez marquer -2 pour une baisse de 2 degrés, ou au contraire, c'est là que vous allez intégrer la température que vous souhaitez modifier et que vous souhaitez simuler. Une augmentation de 2 degrés, vous allez marquer juste 2, le chiffre 2. Si vous voulez faire une baisse de 3 degrés, vous allez marquer -3. Donc c'est juste ça à compléter et le reste va se faire automatiquement, sauf il y a l'essentiel du rapport, parce que vous allez avoir l'onglet simulation climatique pour éditer votre bilan. Dès le moment où vous avez donc ces fameuses courbes thermohygrométriques, dès qu'il y a des courbes thermohygrométriques, il va falloir modifier un peu manuellement de la même façon qu'on l'avait évoqué avec les histoires de 25 000 lignes. Et dans cette version-là de MP, vous avez donc 2 courbes à modifier manuellement, la courbe thermohygrométrique et la fameuse courbe du rapport de mélange que je vous avais montré avec le petit tiret orange. Ce qui m'amène dans le reste du propos sur le dernier module, qui est le module MA pour module altération et son pendant comparatif, le module MAC, pour les altérations comparatives. Donc le module d'altération, le principe de ce module, c'est de pouvoir effectivement de disposer d'un rapport d'une quinzaine de pages qui va, ça reste de la théorie en tout cas, mais en tout cas c'est pas rigoureusement scientifiquement exact, mais en tout cas vous donner des tendances théoriques sur les risques d'altération. Donc ça va vous permettre comme ça, comparativement, de savoir, de se dire, bon voilà, tel espace il est plus à risque que tel autre. C'est pas pour autant qu'il y a un risque que le risque va se concrétiser, va se manifester. C'est pas parce que vous avez un fort taux de risque, un risque à 100%, que forcément le risque va se concrétiser. C'est que vous êtes dans une situation à fort risque, voire si à 100% c'est un très très fort risque. Après le risque ne peut ne pas survenir. C'est le principe d'aléa et de notion de risque. Donc une fois avoir dit ça, ce principe-là, ce module altération, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, l'Image Permanence Institute avait donc développé un Dewpoint Calculator, donc un outil en ligne, qui justement déjà proposait en ligne d'avoir une idée des altérations à travers 4 facteurs, la dégradation mécanique, chimique, biologique et le caractère de corrosion, de corrosivité. Effectivement, je me suis hautement inspiré de ce qui a été pu faire par l'Image Permanence Institute. Dans la version Dewpoint Calculator, du Dewpoint, c'est à un instant T. Au moment où donc vous pouvez voir le risque d'altération sur ces 4 paramètres, mais à un instant T. Là, l'idée, c'était de développer d'aller au-delà de ce qu'avait pu faire l'Image Permanence Institute sur sa version gratuite, en proposant une version avec les altérations, mais cette fois avec les données qui ont été enregistrées dans le temps pour voir quelle est l'évolution des risques dans le temps.
Donc la version MA va suggérer 3 niveaux de risque pour chacune des 4 menaces abordées. Donc les 4 menaces, ce sont celles qu'on peut voir avec le 2 points de calculateur, à savoir dégradation chimique, dommages mécaniques et corrosion et moisissure, mais auxquelles on va associer aussi 3 niveaux de risque, limités, voire négligeables, avérés ou voire très importants. Donc avec ces 3 niveaux de risque, on va pouvoir comparer effectivement les différentes situations et savoir à ce moment-là prioriser notre action, savoir quel est l'espace le plus à risque par rapport à quel risque, quel type de risque, et à ce moment-là pouvoir prioriser et mettre en œuvre ou budgéter certains équipements ou certains dispositifs. Et la version MAC, justement, va vous faciliter ce comparatif entre les différents espaces, jusqu'à 30 espaces, comme les modules précédemment abordés, et cela à travers un rapport édité sur une dizaine de pages. Voilà ce à quoi ressemble le rapport édité par le module MA. Le module MA va commencer, parce que justement, comme on parle de risque, l'idée d'un risque, c'est qu'un risque, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se concrétiser. Mais en tout cas, c'est une situation où il y a une menace potentielle qui va potentiellement se concrétiser, mais pas forcément obligatoirement. Donc l'idée était donc de commencer ce rapport MA avec des éléments de langage, des éléments de compréhension, pour justement déjà réévoquer les 4 risques ou les 4 menaces qui sont susceptibles d'arriver, et également aussi d'évoquer quels seraient les risques limités, avérés, risque important à travers un code tricolore. Et au sein de chacune de ces risques, c'est déterminer quel était notre référentiel. Puisqu'il s'agit là de référentiel, par exemple, pour la dégradation chimique, c'est le référentiel de Team Padfield qui a été intégré. Le Dew Point Calculator a intégré son propre, l'Image Permanent Institute a intégré son propre mode de calcul, ses propres algorithmes. Team Padfield proposait d'autres algorithmes. Et du coup, nous, on a préféré, en tout cas, intégrer les algorithmes de Team Padfield dans cette situation-là. De la même façon, pour les moisissures, on a intégré d'autres référentiels que le Dew Point Calculator. Donc en fait, même si on s'est inspiré du Dew Point Calculator, les référentiels en diffèrent pour la plupart du temps. Cela permet d'avoir plusieurs restitutions visuelles, donc des nuages de points. Donc chaque nuage de points a un code couleur. Donc vous avez de haut en bas, le violet c'est pour les altérations chimiques, le bleu c'est pour les altérations mécaniques, orange la corrosion et le vert pour le risque de moisissure. C'est 4 fois le même nuage, en tout cas la même forme du nuage, puisque on est sur les mêmes données climatiques. Mais ce qui diffère, c'est au-delà de la couleur du nuage en lui-même, c'est ce que vous voyez, c'est la zone qui apparaît derrière en fond. Quand c'est blanc, c'est que le risque est négligeable. Quand on est en gris clair, c'est que le risque est avéré. Et en gris foncé, c'est que le risque est un peu plus fort. Et ce qui nous permet, par rapport à cette visibilité, à cette vision-là, de savoir que, par exemple, pour les moisissures, finalement, on est dans une situation sans trop de risque de développement de moisissures. Par contre, par exemple, pour les dégradations chimiques, on voit qu'une bonne partie du point sont dans la zone gris foncé. Et du coup, ça nous permet visuellement de voir quels sont les risques qui priment dans le cadre de notre étude. Et également, on a voulu intégrer aussi des histogrammes comparatifs, saison après saison, pour voir, expérimenter, pour voir quels seraient les risques qui dominent selon la saison. Donc, votre histogramme, plus votre colonne sera haute, plus le risque sera important. Là, par exemple, dans les 4, quelle que soit la saison, on voit que le risque de moisissure est très faible. En saison automnale, il est un peu plus important que pour les autres saisons. Sachant que le risque de moisissure, c'est la colonne verte. Donc, on voit qu'effectivement que la colonne verte est très très basse, un peu plus haute pour l'automne. De la même façon, pour affiner un peu cette visibilité, on a intégré des courbes saisonnières. Donc, on retrouve notre code couleur vert pour les moisissures, orange corrosion, bleu mécanique et violet chimique. Et ces fameuses courbes horodatées nous permettent de voir au fil du temps quels seraient les moments de l'année où un risque domine sur les autres. On voit par exemple que corrosion et risque mécanique, dans cette situation-là, c'est tout au long de l'année. Risque chimique, donc le violet, apparaît un peu plus tard et que le risque de moisissure, il est très faible, ce qui un peu corrobore ce qui avait été évoqué avec l'histogramme, mais le risque de moisissure peut potentiellement, pourquoi pas, commencer à apparaître, mais de façon très ponctuelle, de façon très sporadique, à certains moments de l'année. Et de la même façon, alors ça c'est facultatif, mais du coup, en reprenant un peu ce qu'on avait évoqué avec le MP, donc la version de prévision, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passerait en termes d'altération si on simulait une augmentation ou une baisse de la température ? Est-ce qu'on serait dans une situation améliorée ou au contraire qui risque d'empirer? Et donc, ça c'est facultatif, c'est pas un onglet qu'on vous êtes obligé absolument d'utiliser. Mais en tout cas, si vous souhaitez apprécier l'évolution d'une température toujours dans un espace qui ne bénéficie pas d'un équipement de régulation de l'hygrométrie, vous avez juste une cellule dans laquelle vous pouvez rajouter plus 2, moins 2 degrés, 20 ou X degrés, à vous de déterminer. Et vous avez la version
réel. Donc l'hiver, par exemple, en haut à gauche, vous avez l'hiver réel, et à droite, l'hiver simulé. Et comme ça, au moins, on peut voir, par exemple, si on est sur l'été, donc l'été réel, il y a un risque de moisissure. Et ben, en tout cas, la version simulée, en fonction de la modification des calories, ben, l'été simulé, ben, finalement, on a beaucoup moins de risque de moisissure. Donc ça nous permet de savoir, en fonction du déplacement du curseur du thermique, de savoir si on empire une situation ou au contraire, on l'améliore. Donc pour l'utiliser, le MA, bah c'est exactement toujours les mêmes situations. C'est toujours injecter dans l'onglet dédié les 4 colonnes, donc les données totalement nettoyées. Et à ce moment-là, votre rapport, donc l'onglet rapport, lui, va être intégralement automatisé. Donc vous n'avez même pas un seul graphique à modifier. Tout ce que vous avez, les seules choses que vous allez à faire dans le rapport, c'est juste de modifier le nom de l'espace. C'est tout. Et le reste se fait automatiquement. Et donc, vous pouvez éditer votre PDF en toute quiétude et de façon la plus rapide. Et vous avez par contre un onglet annexe, parce que du coup, si vous avez votre rapport se suffit en lui-même, mais par contre, dans les annexes, vous avez la possibilité de rajouter des éléments de compréhension sur ces fameux risques d'altération. Et du coup, libre à vous de rajouter à votre rapport de quelques pages, d'une dizaine de pages, de rajouter le volume d'annexe si jamais vous l'éditez si jamais vous éditez votre rapport. Et la version module MAC, donc la version comparative, vous avez des tableaux statistiques qui vous permettent de présenter avec un code tricolore quelles sont les zones les plus à risque, enfin quels sont les moments les plus à risque, si le risque est avéré ou pas, et quel type de risque, mécanique, chimique ou corrosion, s'il est avéré ou s'il est très important, avec également des tableaux de classement espace par espace qui vous permettent, toujours avec ce code couleur vert de rang 1 avec le moindre risque, avec jusqu'à la case rouge qui présente le plus de risques, pour avoir un visuel, savoir quel est votre espace qui présente le plus de risques pour le risque considéré mécanique, chimique, biologique ou de corrosion. Pour utiliser MAC, c'est même le même principe que pour les autres modules, c'est-à-dire que vous ouvrez votre fichier module altération, donc le fichier initial, vous copiez votre colonne E et vous l'injectez dans votre colonne du module MAC, donc le module MAC, colonne après colonne jusqu'à 30 espaces. Et à ce moment-là, vous pouvez éditer votre PDF juste en modifiant le nom de l'ensemble de vos espaces, mais l'édition PDF, vous n'avez aucun graphique à modifier, si ce n'est le nom de l'espace ou le nom de votre établissement pour comparer les 30 espaces entre eux. Je vous remercie pour votre attention. Donc pour la fin de matinée, donc on a 2 retours d'expérience études de cas qui seront tous les 2 en visio. Donc le premier, c'est sur Narbonne. Donc on a le plaisir d'accueillir Camille Aumont, consultante en conservation préventive à la société Page à Page, qui va nous parler du Palais Musée des Archevêques et d'une étude des données climatiques dans les réserves d'un monument historique. Camille, c'est bon pour toi ? Bonjour à tous, et je remercie le C2RMF pour l'organisation de ce webinaire dont le sujet me paraît très très important à aborder. Je remercie les intervenants pour la qualité de leur présentation également. Alors, je me présente, je suis Camille Aumont, consultante en conservation préventive, et voilà, je suis indépendante pour l'entreprise Page à Page Conservation. Je vais vous présenter aujourd'hui une illustration, un cas pratique de l'utilisation de la climatrice pour une étude climatique qui a eu lieu au Palais des Archevêques à Narbonne, une ville située dans l'Aude. Donc pour vous placer le contexte de l'étude, en fait, elle s'inscrit dans un projet plus global, notamment qui comprend un chantier de collection du Palais Musée des Archevêques, et donc qui comprend voilà, toutes ces opérations qu'on retrouve essentiellement, et qui vient, en fait, cette analyse climatique vient compléter aussi une étude de programmation qui avait eu lieu sur l'analyse vraiment des réserves en elles-mêmes. Et donc, pour connaître vraiment le climat, la qualité du climat dans ces espaces, en vue d'éventuellement ajuster, réorganiser l'emplacement des collections si nécessaire. Le site, le musée se situe dans l'ancien palais des Archevêques de Narbonne. On distingue en fait 2 grands espaces qu'on appelle le palais vieux et le palais neuf. Évidemment, c'est un site classé monument historique avec toutes les contraintes que ça sous-entend. Il se trouve au cœur du centre-ville de Narbonne. Alors, c'est un bâtiment assez complexe, notamment complexe en termes d'organisation de réserve, puisque ce n'était pas destiné à en être initialement. Donc voilà, on a des niveaux, des sous-niveaux, des espaces qui sont accessibles par des petits escaliers, etc. Et surtout, c'est un endroit polyvalent, puisque c'est aussi l'hôtel de ville. On a des bureaux, des espaces administratifs qui côtoient des espaces d'exposition, mais aussi des réserves, des zones d'accueil, etc.
Alors les réserves en elles-mêmes, celles qui ont bénéficié de cette analyse climatique, donc, sont assez variées. Donc, 3 réserves se situent hors du centre-ville, les réserves externes. Les autres réserves se situent dans les 2 espaces, donc dans le Palais Vieux et le Palais Neuf. Essentiellement, c'est donc le Palais Neuf où sont les autres espaces administratifs, et les Palais Vieux sont des zones qui sont moins exploitées. En tout cas, les réserves sont organisées, les collections sont organisées dans les réserves globalement par typologie, mais souvent on a quand même une mixité de typologies de collection. Ce sont des réserves qui n'ont pas d'installation de régulation climatique, à l'exception d'une des réserves extérieures, mais certaines réserves sont à proximité de bureaux chauffés ou d'espaces climatisés, donc on va voir que ça peut influencer. Toutes sont équipées d'appareils de mesure, ce qui a permis aux agents de toujours avoir un œil sur le climat. Alors, qu'est-ce qu'on étudie? Quels sont les objectifs de cette analyse climatique? Mais évidemment, c'est la qualité du climat dans les réserves. On vérifie si la température, l'hygrométrie et l'humidité absolue, le rapport de mélange, sont conformes aux plages de conservation qu'on peut établir pour la conservation de ces collections, pour leur bien-être. Et aussi regarder quelles sont les amplitudes journalières, donc les variations quotidiennes auxquelles ces matériaux sont exposés. Donc on sait très bien qu'en fait ces 2 éléments sont potentiellement un facteur d'altération, donc c'est pour ça qu'on va focaliser dessus. On va aussi avoir un œil sur la qualité de l'inertie thermique. Donc est-ce que la réserve fait un bon effet tampon, est-ce que l'espace, le bâtiment apporte une étanchéité, une isolation qui permet de réduire l'impact du climat extérieur sur l'intérieur. Donc en comparant les deux données, ce qui permet de voir les variations, si les variations sur 24 heures et les variations saisonnières sont amorties. Bon, j'ai utilisé pas moins de 17 thermohygromètres pour réaliser cette étude de la marque Elitech Log. Moi, je les aime bien parce que je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. On leur attribue un nom pour faciliter l'analyse des données dans un second temps. L'enregistrement était paramétré toutes les 20 minutes, mais au moment de l'exportation des données, j'ai réduit à 40 pour que ça puisse entrer dans les cellules de la climatrice, et aussi pour avoir moins de données épluchées. Donc on a à peu près un an, j'ai quasiment les 4 saisons qui sont bien représentées, donc du 1er février 2024 au 23 janvier 2025. Et puis 2 capteurs ont été mis donc à l'extérieur, l'un dans l'enceinte du palais et l'autre dans la cour d'une des réserves externes. Donc les plages de données qui ont été enregistrées dans la climatrice, pour l'ensemble des réserves, c'était des plages assez larges, puisque c'était des réserves non climatisées, donc le niveau d'exigence n'est pas tout à fait le même que pour la réserve externalisée qui est ici. Donc vous voyez la différence, 15-25 degrés pour l'ensemble des réserves de marge de tolérance, et 18-22 pour la réserve CTM, 45-50% d'humidité relative et 40-63% d'humidité relative pour les autres réserves. Donc ce qui nous donne un rapport de mélange pour l'ensemble des réserves situées entre 4 et 12 grammes par kilogramme d'air sec. En revanche, pour cette réserve climatisée, entre 5 et 10 grammes par kilogramme d'air sec. Les variations acceptables sont les mêmes, quelles que soient les réserves, même les réserves non contrôlées. On garde les mêmes, donc plus ou moins 2 points de température par jour et plus ou moins 5 points d'hygrométrie par jour. Un petit mot sur le climat de Narbonne. Bon, sans doute, c'est un climat plutôt agréable. Méditerranéen a été chaud, exposé à des vents forts et réguliers. Il faut savoir que Narbonne, en fait, il pleut régulièrement un petit peu toute l'année. Voilà, les précipitations sont réparties sur toute l'année, ce qui fait qu'on a potentiellement des périodes d'humidité régulières. Donc voilà ce qui sort de la climatrice déjà pour le diagramme, le nuage de points sur le climat à Narbonne. On voit que l'écart entre les températures les plus basses en hiver et les plus chaudes en été, donc ça descend pas très bas en hiver, on n'est même pas à moins 1 degré. Par contre en été, on atteint quasiment les 40. Là, on voit bien sur le nuage de points que, là, je vous montre comment l'observer. En fait, quand on a le nuage de points se situe entre la droite et la gauche du diagramme, ça va vous donner une idée de s'il est plus ou moins froid. Quand il est situé plus ou moins sur la verticale, c'est le rapport de mélange, c'est donc l'humidité absolue. Et plus le nuage de points se rapproche du seuil de saturation, à 100%, plus on se rapproche, plus l'humidité relative est élevée. Donc on voit que l'été est plutôt chaud et humide,
L'automne est température plus médiane, plus tempérée, mais assez proche du seuil de saturation, par exemple. Je ne vais pas insister sur ce point-là, mais voilà, ça donne déjà une idée de comment lire le nuage de points et des différentes saisons à l'arbre. Concernant l'exploitation des résultats, donc l'idée, moi, ce que je recommande vivement, c'est d'analyser toutes les réserves, enfin de récupérer le résultat de toutes les réserves avant de les analyser les unes après les autres, pour avoir quand même une vision globale des choses. Hein. Ça me semble important. Et surtout, la lecture des graphiques qui est très très utile. Quand on veut comparer avec les réserves entre elles, il faut vraiment penser à remettre à l'échelle, sinon on peut avoir des fausses interprétations, notamment les variations en 24 heures et les graphiques boursiers, donc bien penser à les mettre à l'échelle quand on veut les comparer. Je recommande de marquer bien les plages de conservation sur les graphiques, toutes ne le sont pas, tous les graphiques ne l'ont pas sur la climatrice. Et puis après, moi j'ai mis les unes à côté des autres tous ces visuels pour pouvoir en un clin d'œil comparer avant de faire du cas par cas. Donc, pourquoi c'est important de bien mettre à l'échelle je vous donne 2 exemples, le capteur Antonia et le capteur Ryan. Donc ça, c'est les variations sur 24 heures. Au premier coup d'œil, on a l'impression que le capteur Ryan enregistre des variations beaucoup plus importantes que le capteur Antonia. Et si on met à l'échelle, on se rend compte que non, en fait, le climat, la qualité, la stabilité du climat dans cette réserve est bien plus élevée que dans celle-ci. Alors, pour vous donner un exemple d'une réserve concrètement, on va prendre le capteur Katara, c'est une erreur, c'est le palais 9, qui est à l'intérieur du palais 9. C'est une réserve assez enclavée, enfin en tout cas qui est assez isolée de l'extérieur, dans laquelle se trouvent des collections de peintures sur toile et de céramique. Alors on voit déjà, donc j'ai rappelé là les valeurs de conservation, les valeurs attendues. Donc quand on compare au climat extérieur, on voit bien que la tendance de l'hygrométrie et de toutes nos valeurs suit la tendance du climat extérieur, mais de façon quand même nettement amortie. Mais on retrouve quand même les extrêmes et puis globalement la courbe des saisons. Là, vous pouvez voir donc les lignes vertes sont les plages attendues, orange c'est les plages les plus strictes, en vert c'est les plages les plus larges, les plus tolérantes, en violet la température et le rapport de mélange en orange. Donc on voit bien que le rapport de mélange, la courbe du rapport de mélange reste bien globalement à l'intérieur des attendus. Idem pour la température, à l'exception de l'été, alors que l'hygrométrie, vous pouvez voir, rencontre quelques pics au-delà des seuils de tolérance. Voilà, et la température et le rapport de mélange, donc ça ne correspond pas à la même période. Donc c'est surtout ici qu'on va se focaliser. Donc la température et le rapport de mélange sont un peu trop excédentaires sur la fin de l'été et le début de l'automne. Voilà, on voit bien là tous les autres diagrammes que la climatrice offre. Là, moi, ce que j'aime bien avec les graphiques boursiers, c'est que aussi on a une visualisation très rapide de la tendance. Donc on voit qu'en hiver, on est en dehors inférieur aux températures attendues, mais que vous voyez que le petit carré est assez aplati. L'amplitude thermique au sein de l'hiver est assez restreinte. Hein, les écarts sont limités entre les températures les plus hautes et les plus basses, contrairement à l'automne qui a une plus grande amplitude thermique. Et on voit aussi qu'on a quand même des valeurs marginales qui s'expriment. Au niveau de l'hygrométrie, vous voyez qu'elle est globalement un petit peu élevée, mais qu'elle est à peu près régulière, qu'elle n'enregistre pas trop d'écart. Ça, ce sont les variations sur 24 heures. Vous voyez que c'est à l'intérieur des lignes vertes que j'ai pu définir. Donc, à part les valeurs, il y a pas mal de valeurs marginales. D'ailleurs, on les retrouve ici. On est globalement au sein des attendus. Donc là, les variations sur 24 heures, on voit que la température est extrêmement stable. L'hygrométrie l'est aussi, parce que finalement, on dépasse, on a quelques valeurs marginales, mais on reste à l'intérieur des attendus, des variations demandées. Et d'ailleurs, la climatrice l'explique bien. Donc, globalement, alors là, il y a ma vignette, donc vous ne verrez pas, mais c'est très satisfaisant au niveau des variations sur 24 heures de l'humidité relative et de la température. La température est assez satisfaisante sur l'année parce que voilà, on suit la tendance saisonnière et c'est un petit peu trop
humide, froid en hiver et un petit peu trop chaud en été. Donc le bilan est plutôt bon pour cette réserve. Elle correspond aux attendus pour une réserve qui n'a pas de contrôle climatique et puis voilà, qui se situe dans un monument historique. Donc il y a une inertie qui fonctionne. Par contre, voilà, on voit bien qu'il y a une relation interdépendante entre climat extérieur et intérieur. Pour la comparaison entre les réserves, donc j'ai utilisé la climatrice pour faire les comparaisons. Alors le bilan est assez nuancé, c'est-à-dire que certaines réserves ont une meilleure stabilité thermique, d'autres ont une meilleure stabilité de l'hygrométrie. Certaines réserves ont des bonnes valeurs, donc ont des valeurs qui se situent vraiment étroitement dans les valeurs de conservation, et d'autres au contraire non. Donc voilà, on a un résultat, on n'a pas vraiment, on a une réserve qui fonctionne très bien, la réserve où le capteur Blondin a travaillé. Donc c'est la réserve évidemment qui est climatisée et qu'on voit bien ici, que la température est extrêmement stable, les valeurs sont réduites dans un mouchoir de poche. On a le capteur Madeleine qui, lui, remporte tous les suffrages. En tout cas, c'est la moins qualitative de toutes les réserves. Et ça se voit aussi ici qu'elle sort largement des clous. C'est une réserve qui actuellement n'est plus en service. Donc, on s'en doutait d'ailleurs. Donc voilà, donc, ce qui est intéressant, c'est que le résultat doit être nuancé en fonction des attendus. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une réserve très stable ou est-ce qu'on a besoin d'une réserve avec des valeurs très qualitatives. Voilà. Donc là, on voit encore une fois, c'est le graphique boursier et c'est très clair, ces petits cubes bien écrasés dans la réserve climatisée et plus allongés dans la réserve qui ne l'est pas. Celle-ci aussi, on voit bien que l'amplitude est très très visible en automne dans celle-ci. Quand on a un clin d'œil, on voit pareil, avec le nuage de points, la différence entre une réserve climatisée et une réserve qui est quasiment au climat extérieur. On voit aussi que c'est quand même assez variable d'une réserve à l'autre et la plupart restent dans les plages de conservation, même s'il y a toujours ces écarts qui correspondent aux extrêmes saisonnières. Donc on voit bien que la tendance est globalement suit toujours la température extérieure. Donc le bilan en fait de cette étude, déjà pour commencer, la climatrice c'est un outil que je trouve très pratique. À la fois elle est accessible pour des personnes qui ne maîtrisent pas forcément les outils des tableurs Excel et elle est vraiment facile à utiliser pour analyser son climat. Voilà, les petites manips à faire c'est vrai, mais une fois qu'on est habitué, ça fonctionne bien, donc on a rapidement des résultats exploitables. Et puis on peut aussi aller plus loin, donc ça c'est ce que j'apprécie en utilisant les filtres, en travaillant avec les graphiques pour essayer d'aller creuser plus en profondeur, approfondir les résultats. Concernant l'analyse climatique, le bilan montre bien une corrélation étroite entre le climat extérieur et intérieur, c'est normal, puisqu'elles ne sont pas climatisées, mais en tout cas régulées, mais voilà, de façon globalement amortie, surtout pour les réserves qui sont à l'intérieur du Palais Neuf, là où on trouve des espaces climatisés, chauffés, etc. Donc dans l'ensemble, la température est vraiment très stable, voire très stable, et puis plutôt dans les plages de conservation à l'exception des extrêmes saisonnières. L'hygrométrie, c'est plus nuancé, c'est plus variable, mais globalement, elle est un petit peu supérieure aux attendus, donc ça veut dire qu'on est souvent plus proche du risque de saturation, d'atteindre le point de rosée. En revanche, le rapport de mélange est globalement bon, mais globalement trop élevé en été. Donc, en fait, ce bilan vient confirmer une sensation, enfin en tout cas une observation, on va dire empirique des agents, donc il n'y a pas vraiment eu de surprise. Et surtout, le constat d'état des collections vient confirmer que les réserves finalement fonctionnent assez bien comme ça, malgré ces écarts ou ces extrêmes, parce que les collections, on n'a pas observé d'anomalies particulières, très peu, de façon très très ponctuelle, des développements de moisissures. Donc ça veut dire qu'on a un bon brassage d'air, une ventilation naturelle, un brassage naturel dans les réserves qui évite la sédimentation des spores ou qui évite d'avoir des poches d'humidité sur les collections. Cependant, du fait de cette corrélation
forte et de cette humidité un petit peu toujours proche de l'excès, on constate qu'on a une faible marge de manœuvre si jamais on a des épisodes climatiques exceptionnels, et notamment des épisodes climatiques très pluvieux, très humides. Donc il faudra pouvoir réagir rapidement. Donc au niveau de la comparaison entre les réserves, on constate évidemment que la réserve climatisée est la plus qualitative, apporte les meilleures conditions pour les collections, que les réserves du Palais Neuf, celles qui sont donc dans la zone qui est occupée, sont les plus qualitatives. En revanche, les réserves extérieures ont une moins bonne inertie thermique, une moins bonne étanchéité que celle du Palais, donc c'est des préfabriqués, c'est des locaux préfabriqués. Et puis qu'on constate qu'une réserve vraiment est extrêmement stable. C'est une toute petite alcôve dans le Palais, mais malheureusement, elle ne peut pas être exploitée. Mais voilà, cette réserve-là avait une stabilité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme préconisation dans un contexte de contraintes financières et dans le contexte de contraintes d'un monument historique dans lequel on ne peut pas faire de travaux d'étanchéité ni d'isolation, qui sont les travaux de base pour améliorer le climat. Donc on ne peut pas faire de travaux et on ne peut pas installer d'appareils de régulation pérennes, enfin en tout cas à demeure. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un travail d'observation, la veille sanitaire, une surveillance, contrôler l'état des collections, vérifier que les collections se portent bien, évoluent bien dans le temps. Donc contrôler la présence d'indicateurs d'excès d'humidité, mais aussi d'humidité trop basse. Donc, et puis aussi d'acheter des appareils d'appoint qui permettent d'être mobilisés immédiatement en cas de période un petit peu critique, donc des périodes de sécheresse ou des périodes trop humides, en tout cas des périodes trop chaudes aussi, trop froides. Voilà, des appareils d'appoint pour faire ponctuellement une régulation et ramener à des valeurs qui correspondent aux plages de conservation. Et puis, quand on ne peut pas travailler sur l'enveloppe du bâtiment, on fait des enveloppes à l'intérieur de l'enveloppe, on fait un œuf. Donc, on essaye d'avoir des zones plus petites pour lesquelles on peut mieux contrôler le climat en faisant des zones plus étanches. Donc, ça peut être à l'échelle de l'objet, comme à l'échelle peut-être d'un lot d'objets. Ça consiste à travailler sur des conditionnements, mais aussi du mobilier. Voilà. Et on peut installer des dispositifs de régulation passive ou pas, des dispositifs aussi de régulation à demeure, donc soit avec des absorbeurs d'humidité, pour compenser. Et comme ce seront des enveloppes étanches, ça fonctionnera bien. Et puis on a aussi l'option, qui était l'option initiale, de répartir les collections dans les réserves en fonction de leur sensibilité et en fonction des caractéristiques des réserves. Donc de corréler en fait les points forts des réserves avec les points faibles des collections. Donc c'est surtout un travail d'adaptation, bien sûr. Donc par rapport à une conclusion plus générale, donc le changement climatique et le climat d'une manière générale donc, a un impact sur les réserves. En fonction de l'étanchéité du bâtiment, ça a un impact à plus ou moins long terme. Donc avec le changement climatique, il faut se préparer à des climats anormaux, ou en tout cas à être face à des situations qu'on a plus de mal à prévoir. Donc, en quoi ça consiste? C'est faire un travail de surveillance du climat à l'intérieur des réserves, de surveillance des collections, des surveillances du climat, avec des dispositifs d'alerte pour pouvoir tout de suite être informé du dépassement des seuils. Et puis, pouvoir être très réactif, donc définir en amont un process en cas de climat critique, donc un process de réactivité, qu'est-ce qu'on met en place, où on va trouver les appareils d'appoint, comment on s'organise pour aller surveiller étroitement la situation. Moi, je pense que c'est important de continuer à faire des études climatiques sur plusieurs années afin d'avoir du recul et d'observer la tendance et la résilience des espaces, parce qu'en fait, on peut avoir des réserves qui vont peut-être, avec le temps, devenir plus qualitatives et d'autres moins. Donc, notamment avec le vieillissement du bâtiment, la façon dont il va, lui, se comporter. Donc, c'est important de pouvoir amasser un maximum de données pour essayer d'anticiper et de voir comment le climat dans le bâtiment évolue, en tout cas dans les réserves. En gros, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un PSBC. C'est une sorte de plan d'adaptation au changement climatique, puisque ces événements peuvent être imprévisibles et ces événements peuvent aussi être extrêmes. Donc,
La cinétique peut être plus ou moins lente, entre un sinistre et puis une évolution sur plusieurs semaines une forte tempête, une forte pluie, ou une évolution sur plusieurs semaines du climat. Mais voilà, l'important c'est de connaître ce climat, de connaître ce facteur d'altération potentiel et de s'adapter, puisqu'on peut difficilement toujours mettre en place des mesures pour le pallier. Et puis surtout, on ne peut pas agir directement sur ce climat. Voilà. Et j'ai terminé ma présentation. J'espère que les choses ont été clairement présentées pour vous. En tout cas, je reste à votre disposition pour répondre à vos questions autant que faire se peut si je ne suis pas en présentiel. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup Camille pour cette belle illustration de l'utilisation de la climatrice. J'espère que vous êtes tous convaincus, si jamais vous ne l'étiez pas encore après l'intervention de Jocelyn. Et nous avons à présent le plaisir d'accueillir Agnès Jean-Jacques, qui est en direct depuis La Réunion. Donc Agnès est attachée de conservation du patrimoine pour les musées et les collections du département de La Réunion. Et elle va nous parler d'un projet d'aménagement de réserves délocalisées et mutualisées, donc pour les musées Stella Matutina de Saint-Leu et le Madois, le musée des arts décoratifs de Saint-Louis. Donc réserves délocalisées et mutualisées en milieu tropical et les apports d'une étude climatique sur ce sujet. Agnès, est-ce que c'est bon pour vous ? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors, je vous partage mon écran. Oui, vous pouvez partager votre écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tout se passe bien? Oui. C'est bon pour nous. Merci beaucoup, Agnès. Parfait, merci beaucoup. Alors oui, donc bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter notre projet d'aménagement de réserves mutualisées et les apports d'une étude climatique qu'on a eu l'occasion de mener dans le cadre de l'étude de programmation pour l'aménagement de nos réserves. Donc c'est un projet porté par la région Réunion. Donc ce projet, pour vous resituer un petit peu le contexte, donc nous avons la région Réunion est propriétaire de 2 musées qui disposent donc d'une appellation musée de France, donc le musée Stella Matutina, qui est installé dans une ancienne usine sucrière et qui dispose de collections de patrimoine industriel, sciences et techniques et ethnographiques, et également de réserves externalisées. Et puis, donc, le musée des arts décoratifs de l'océan Indien, qu'on appelle le Madois, donc installé sur un ancien domaine sucrier classé monument historique, et qui possède donc des collections essentiellement mobilier, objets d'art et textiles, et également des réserves externalisées. Donc, nous avons donc un constat commun sur ces réserves. Donc, ce sont des espaces qui sont saturés, dont les conditions de conservation étaient complètement inadaptées. Nous avons aussi des collections qui sont très hétérogènes parce qu'on a des typologies et des formats très différents. Et donc, ces 2 réserves externalisées sur 2 sites différents représentaient un coût de location élevé donc, pour la collectivité. Donc, je vais vous présenter les réserves déjà du musée Stella Matutina. Donc, il s'agit de 2 hangars de 1500 mètres carrés au total, dans lesquels le climat n'est pas du tout contrôlé, puisqu'on est sur un bâtiment qui n'est pas étanche, qui n'est pas climatisé, dont l'économétrie n'est pas régulée. Nous avons eu donc l'opportunité, le C2RMF a conduit une étude climat sur ces réserves entre 2014 et 2015, donc qui a donné des résultats assez intéressants pour nous. Donc, on a relevé une température moyenne de 27 degrés, une humidité relative moyenne de 60%, avec des moyennes de variation journalière qui s'étendent à peu près 2,8 degrés pour la température et 9,7% d'humidité relative. Donc, finalement, ces valeurs, elles sont assez stables, mais elles ne répondaient pas aux exigences de conservation à ce moment-là, qui était fixé entre 18 degrés et 22 degrés, et entre 45% et 55% d'humidité relative. Donc, les réserves du Madois, jusqu'en 2023,
Elles étaient installées dans un entrepôt de 530 mètres carrés au total. Donc, celui-ci était complètement climatisé et partiellement déshumidifié. Donc, la déshumidification se faisait dans quelques espaces, mais pas dans la totalité du site. En revanche, tous les espaces étaient climatisés. Donc, l'étude climat du C2RMF, la même, qui avait été menée sur les réserves de Stella, a aussi été conduite dans les réserves du Madois. Et là, elle avait révélé des données assez différentes, puisqu'on était sur une température moyenne de 18 degrés, ce qui est assez froid, une humidité relative moyenne de 59%, avec des moyennes de variation journalière entre 2,8 degrés et 6,8% d'humidité relative. Donc là encore, c'était assez stable, mais ça ne répondait toujours pas aux exigences de conservation. Et puis surtout, c'était beaucoup trop froid. Donc ces réserves du Madois, nous les avons déménagées en 2023. Donc aujourd'hui, cette situation, elle n'existe plus. Et nous avons ramené les collections du Madois donc, dans les réserves de Stella, dans lesquelles nous avons aménagé un espace que nous avons climatisé et isolé pour conserver ces collections, puisque ce bâtiment, qui était aussi une location, donc, a été récupéré par son propriétaire qui l'a rasé. Voilà. Donc, face à ces constats qui nous posaient plusieurs problèmes, donc notre objectif, c'était de pouvoir disposer pour nos deux musées donc, de réserves adaptées à la conservation des collections et également donc, d'optimiser les moyens et les coûts de fonctionnement, donc en limitant les locations de bâtiments, puisque c'était quand même, ça représentait donc cette location de 2 bâtiments distincts un coût important pour la collectivité. Mais également favoriser la mutualisation des espaces et des moyens dédiés à la conservation de nos collections. Mais il s'agissait aussi pour nous donc, de mettre en cohérence les conditions de conservation de nos collections avec notre environnement. Donc, comme ça a été rappelé au début de ce webinaire, aujourd'hui, on a la nécessité de s'adapter à nos climats et notamment en Outre-mer, à notre climat tropical. Donc, ce constat a abouti à la mise en œuvre d'un projet à la région de mutualisation des réserves sur un nouveau site externalisé et pour lequel nous avons fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment à réaménager. Donc, ce nouveau bâtiment, en fait, il s'agit d'un ancien bâtiment et hangar et showroom de carrelage. Donc, il dispose de 2 espaces assez distincts, donc d'un espace avec un volume assez important donc, de hangar, que vous voyez là sur la photo, et un autre espace dit showroom, où se trouvaient anciennement donc, des bureaux. Donc, dans ce nouveau bâtiment, nous avons lancé une étude de programmation en 2022-2024. Donc, elle a été conduite par le groupement FLNCO, CMJP et VPEA. Et dans le cadre de cette étude de programmation donc, qui nous a permis de définir donc, le schéma d'aménagement de nos futures réserves, nous avons pu mener une petite étude climat donc, dans le nouveau bâtiment, notamment dans l'espace hangar, entre février et septembre 2022. Donc, nous avons un capteur positionné au niveau de la petite croix jaune, donc à 1 mètre de haut, au centre de la halle de stockage, donc la partie hangar, dans une pièce non isolée, non étanche, mais fermée complètement pendant 7 mois, puisque le bâtiment n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Donc, cette étude, elle nous a permis d'avoir des données qui montraient finalement une relative stabilité climatique, donc avec des températures qui s'étendent entre 22,9 degrés et 32,4 degrés, et une moyenne qui s'établit à 27 degrés, ainsi qu'une humidité relative entre 22,4% et 66,8%, et une moyenne donc, à 61,7%, et des variations journalières qui sont pour 92% du temps donc, inférieures à 1%, et toujours inférieures à 2%, avec donc un épisode cyclonique en mars 2022 qui a provoqué une dépression en fait avec donc une baisse rapide de l'humidité relative puisqu'il s'agit d'un cyclone avec beaucoup de vent et relativement peu de pluie.
Donc, cette étude, pour nous, elle a été très intéressante et elle nous a permis de tirer donc, beaucoup d'enseignements. Donc, déjà, dans un premier temps, rappeler donc, ces exigences de conservation qui étaient de 24 degrés plus ou moins 2 degrés et l'humidité relative à 55% plus ou moins 5%. Et donc, on s'est aperçu que si on était sur cette plage un peu standard, nous n'atteignons en fait ces valeurs que dans 12% des cas. Donc, finalement, on peut en conclure, nous, de notre côté, que ces exigences, en fait, elles sont peu adaptées à notre climat tropical et elles sont difficiles à tenir sans induire des coûts d'investissement et de fonctionnement élevés en ayant donc la nécessité d'avoir des équipements de climatisation, de déshumidification importants et dans la totalité des espaces. Puisque, je rappelle, donc, le climat tropical de la Réunion, nous avons 2 saisons. Donc, une saison fraîche où nous avons des minimales moyennes entre 17 à 20 degrés et des maxima moyens entre 26 à 28 degrés. Et une saison chaude avec des minima entre 21 et 24 degrés et des maxima entre 28 et 31 degrés et des records mondiaux de pluviométrie. Donc, c'est un climat qui est chaud et humide toute l'année, avec sur toute une période donc dite de saison chaude, des événements cycloniques réguliers. Donc, nous avons donc privilégié une autre hypothèse en remontant légèrement la consigne, donc de température en la remontant à 26 degrés et en acceptant une plage de variation à plus ou moins 4 degrés, et l'humidité relative, donc en restant autour de 55%, mais avec une plage de variation acceptable de plus ou moins 10%. Et dans ce cas-là, donc avec ces nouvelles consignes un peu plus élargies, on s'aperçoit qu'on atteint donc ces valeurs dans 83% des cas. Donc, c'est-à-dire que nous avons 84% de température dite optimale, 99% d'humidité relative, là aussi, donc dans les valeurs optimales, et 97% des variations journalières qui s'établissent à inférieures ou égales à 5%. Donc, ce qui pour nous sont des valeurs qui sont beaucoup mieux adaptées à la réalité de notre environnement et qui nous permettent donc de conserver nos collections dans de bonnes conditions et surtout d'avoir des équipements donc, qui vont être plus simples pour nous en termes d'investissement, mais aussi en termes de maintenance et de fonctionnement sur la durée. Donc, ces conclusions, donc, avec une stabilité hydrique qui est toujours atteinte, sauf exceptionnellement sur les épisodes cycloniques, avec des variations toujours inférieures à 10%, elle nous permet donc d'accepter une température moyenne un peu plus élevée, donc jusqu'à 27 degrés en moyenne. Et elle a orienté donc les principes d'aménagement climatique de nos futures réserves en nous permettant de limiter la climatisation à certains espaces, tout en renforçant donc l'isolation et l'étanchéité à l'air du bâtiment pour viser donc une bonne inertie de ce bâtiment et limiter donc les équipements de contrôle climatique. Donc, pour vous présenter rapidement donc, le schéma d'aménagement qui a été retenu donc, suite aux différentes études qui ont été conduites. Donc, on est sur un bâtiment où donc on a pu compartimenter ce bâtiment pour avoir des réserves, plusieurs espaces de réserve bien distincts. Donc, des réserves donc, où vous avez entouré en noir les espaces qui sont consacrés aux collections de Stella qui, elles, n'ont jamais été mises dans des environnements climatisés, puisque même le musée de Stella est en ventilation naturelle. Donc, ces réserves, elles restent non climatisées. Ce sont les réserves pour les hors formats, donc tout ce qui est grosses machines ou véhicules, et les réserves pour les grands formats. Et des réserves donc, consacrées aux collections du Madois, qui, elles, sont des collections qui sont habituées à des environnements climatisés, à la fois dans les réserves, dans les précédentes réserves, et dans la salle d'exposition actuelle. Donc, ces espaces en bleu sont les réserves moyens et petits formats. Ensuite, d'autres espaces au R+1 que je vous montrerai tout à l'heure, et puis l'atelier de traitement qui lui est mutualisé, donc on est obligé d'avoir sur un climat le plus favorable. Donc au niveau du R+1, donc ces réserves du Madois précieuses et sensibles qui sont ici,
Et puis la salle d'études qui est là aussi donc mutualisée. Et donc à ce niveau-là, vous avez là, sur la mezzanine les réserves petits et moyens formats du musée Stella qui, elles, ne sont pas du tout climatisées. Pour permettre un meilleur contrôle du climat, surtout dans les espaces des réserves précieux et sensibles, nous avons fait le choix donc de concentrer ces espaces dans le seul bâtiment que l'on va construire. Donc le seul espace qui relève d'une construction neuve, c'est celui-ci. Donc avec les différents espaces dédiés au mouvement des œuvres et aux collections précieuses et sensibles. Et les autres espaces, donc ici vous avez l'ex-espace qu'on appelle showroom, donc qui va être consacré aux collections hors format et petits moyens. Et puis cet espace-là qui est l'espace hangar qu'on va compartimenter pour ne climatiser que sur une partie du bâtiment consacrée aux collections donc de Stella, afin voilà, de limiter pour nous les investissements trop coûteux et le fonctionnement aussi compliqué sur des réserves qui seraient 100% climatisées. Donc on a donc en conclusion nous, une étude climatique qui nous a permis de démontrer donc la possibilité d'adapter nos exigences de conservation à nos conditions climatiques. Donc en validant une plage de température un peu plus large et qui a permis donc dans notre cas donc précisément d'orienter véritablement les choix d'aménagement qui seront ceux qui seront appliqués dans nos futures réserves. Donc en limitant la climatisation aux espaces spécifiquement dédiés aux collections du Madois, donc les réserves pour les collections sensibles précieuses et les salles de traitement et d'études, et en laissant non climatisées les réserves dédiées aux collections de Stella, mais en apportant quand même une amélioration des conditions de conservation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans les réserves actuelles. Donc sur les réserves petits et moyens formats qui sont en mezzanine et sur les réserves hors format. Donc ça implique pour nous de prévoir en amont, donc dans le cadre de notre chantier des collections, une phase de transition et d'acclimatation pour les collections du Madois, parce que dans leurs précédentes réserves, on l'a vu, donc elles étaient soumises à un climat, à des températures qui étaient beaucoup plus froides que ce qu'elles auront dans les futures réserves. Donc cette phase d'acclimatation, elle est en cours. Donc nous avons mené un chantier des collections donc, de déménagement de ces anciennes réserves et de regroupement avec les collections du Madois, qui nous a permis donc, de remonter progressivement les températures dans ces réserves consacrées aux collections du Madois, et donc d'avoir une phase un petit peu plus longue d'adaptation dans cet espace transitoire jusqu'au moment du déménagement donc, dans les futures réserves dès la fin de nos travaux d'aménagement. Voilà. Donc, merci à tous pour votre attention. Donc, voilà. S'il y a des questions, autre chose. Merci beaucoup Agnès pour cette présentation donc, qui montre encore une fois que les études climatiques sont utiles pour prendre des décisions éclairées en connaissance de cause. Donc Agnès et Camille sont en ligne. Si vous avez des questions ou des remarques sur leur présentation, n'hésitez pas, c'est le moment. Tout était très clair, je n'en doute pas une seconde. Bon, pour vous laisser le temps de réfléchir, je vais répercuter quelques questions qui sont arrivées sur l'adresse mail. Certaines qui font référence à des sujets qu'on a abordés hier. Alors, la première, c'était une précision qui a été apportée par notre collègue Typhon Nguyen, donc qui est experte en conservation préventive et curative, les deux, au SIAF, au Service interministériel des Archives de France. Quand on a parlé hier d'étalonnage et de calibrage des capteurs, donc elle voulait revenir sur ces notions, parce qu'il y avait une question sur le vocabulaire. Donc, j'espère que j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Donc, l'étalonnage, en fait, c'est une opération qui est réglementaire, mais de comparaison de votre capteur avec un étalon.
Le calibrage, c'est aussi une comparaison, mais avec un capteur de référence, qui n'est pas forcément un étalon, et ça, c'est une opération qui n'est pas forcément réglementaire, pour le coup. Et par contre, donc, étalonnage et calibrage ne sont, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit, que des opérations de comparaison. Si on veut apporter une modification au capteur étalonné calibré, ça s'appelle un ajustage. Donc en fait, il faut finalement demander les deux quand vous renvoyez vos capteurs à votre fournisseur. Il faut demander étalonnage et ajustage. Voilà. On avait aussi une question de Camille Prouillet, qui est régisseur au service de la conservation préventive du musée du Louvre, qui voulait savoir si les traitements de désinsectisation par la chaleur pouvaient avoir un impact sur l'eau liée présente dans les différents matériaux constitutifs des œuvres. Donc ça, c'était par rapport à la première présentation que Marie a faite. Et donc effectivement, dans ce genre de traitement de désinsectisation, c'est précisément pour ça qu'on va recourir à des unités d'humidification pendant le traitement, pour que justement il n'y ait pas trop de déperdition d'humidité et que cet eau liée ne s'échappe pas et qu'il n'y ait pas de conséquences irréversibles pour les collections. Une question encore sur la journée d'hier par Soline Henry, qui est régisseuse au musée Albert Kahn, sur les aspects déshumidification et humidification. Alors je ne sais pas si Jocelyn, Marie, l'un ou l'autre qui répondra. Donc Soline constate qu'elle a un déshumidificateur qui fonctionne en on-off et qui du coup va se mettre en route de manière régulière et va provoquer des pics en fait de déshumidification, et quand il arrête ça remonte. Et elle voulait savoir si ces variations qui sont quand même assez nombreuses sur la journée, mais pas très importantes en amplitude, pouvaient avoir un impact sur la fatigue mécanique, pouvaient provoquer de la fatigue mécanique sur les œuvres. On dirait que cela dépendrait aussi de ce que disait ici hier Agnès. Et aussi va dépendre potentiellement des collections qui sont dans des armoires, dans des tiroirs, dans des conditionnements. Si elles sont en conditionnement, il n'y aura pas de souci. Et tout dépend de l'amplitude, effectivement. Donc les va-et-vient, tout va dépendre de l'ampleur, de l'amplitude de ces fluctuations. Si elles sont dans un domaine raisonnable, les collections ne seront même pas forcément nécessairement sensibles. Tout va dépendre aussi de l'épaisseur des collections, de la nature hygroscopique des collections, de leur épaisseur, des conditionnements. Donc plus l'épaisseur, la densité des collections sera importante, moins il y aura d'impact. Je préciserai juste que pour tous les équipements climatiques, les courbes sont typiques d'une régulation mécanique, et donc il y a sans cesse une dérive du climat qui est réajustée par l'équipement mécanique, et donc on va avoir des variations qui généralement ont une amplitude qui est quand même plutôt faible. Donc l'impact sur les collections reste quand même relatif, étant donné qu'on est sur... Enfin voilà, tout est question d'amplitude de ces variations. Ok, merci beaucoup. Et elle voulait savoir pour l'humidification, cette fois, dans le cadre d'utilisation d'humidificateurs d'appoint, elle trouve que les fournisseurs proposent souvent des appareils qui intègrent la fonction purification de l'air. Elle voulait savoir s'il y avait une raison à ça et s'il y avait un danger d'humidifier sans purifier l'air en parallèle. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'une purification contre les sauvés, mais je pense que c'est une purification d'air par rapport aux spores présentes probablement dans l'eau. Et il existe effectivement des bactéricides parfois qui sont proposés, ou les humidificateurs proposent aussi des systèmes à ionisation d'argent qui sont des dispositifs pour tuer les bactéries. Donc ces dispositifs, c'est vraiment pour disposer d'un air sain et d'éviter de limiter la propagation de bactéries, de spores dans l'air. Donc c'est toujours, en tout cas pour cet aspect-là, c'est toujours effectivement une plus-value d'employer cela. Les bactéricides, après, ils ont souvent une certaine odeur, donc peut-être que les bactéricides ont peut-être des éléments COV qui peuvent peut-être aussi être des émissifs. Donc ça on n'en sait pas forcément grand-chose sur ces types de bactéricides, mais dès qu'il y a des parfums de synthèse, c'est que potentiellement il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être dégagées. Donc on va peut-être autant que possible les limiter, mais des humidificateurs à ionisation d'argent permettrait justement de limiter, de réduire en tout cas le risque de propagation pour la santé du personnel et des publics.
Ok, merci pour ces précisions. Et alors c'était plutôt une remarque qu'une question qui est arrivée aussi hier donc de la part de Stéphane Lovnier à la direction du service technique de Paris Musée qui voulait, alors on l'a évoqué déjà hier, mais qui voulait nous reparler du modèle danois pour les réserves, donc qui sont très isolées thermiquement, qui présentent une forte inertie, où il n'y a pas de traitement de la température en général, mais seule une gestion de l'humidité relative. Et donc il prenait l'exemple des réserves de Vejle, construite en 2003, où la température en fait est laissée à dériver entre 6 et 17 degrés, mais avec des fluctuations tellement lentes qu'il n'y a pas de dommages sur les collections. Et seule l'humidité relative est régulée, maintenue autour de 50%. Et du coup, la consommation énergétique reste assez faible, ce qui limite les pannes et l'empreinte carbone. Alors, je me tourne vers Agnès, qui en sait beaucoup plus que nous sur cette question. Non, c'était une étude que j'avais faite pour mon master en conservation préventive. Donc oui, c'est très intéressant l'expérience des Danois. Il faut savoir donc la description et c'est toutes ces caractéristiques. Il faut aussi rajouter que le sol, on profite, ce que j'ai dit hier, il profite de l'inertie du sol en n'isolant pas par rapport à la température. Par contre, ils isolent, c'est un sol imperméable, mais qui permet, plus on s'enfonce dans le sol, plus on a une température qui est la même au cours de l'année. Donc eux, ils arrivent à avoir 13 ou 14 degrés tout au long de l'année. Il faut aussi savoir que c'est des bâtiments qui, au départ, en fait, eux, ils ont commencé les expériences en 1988. Et en 2017, à la conférence triennale de l'ICOM-CC à Copenhague, il y a eu un retour d'expérience sur tous les bâtiments qu'ils avaient construits. Donc, ils ont comparé tous ces bâtiments en 2017. Je pense que le dernier, c'était 2013 à Vejle, justement. Et au départ, les bâtiments étaient construits avec des murs très, très épais. Ils étaient complètement aveugles, en briques de terre comprimés. Donc ça, c'était les expériences que Tim Padfield et Poul Larsen avaient fait. Et petit à petit, ils ont changé. Aujourd'hui, ils construisent les bâtiments avec du béton et des feuilles du préfabriqué beaucoup plus fins. Donc beaucoup plus rapide à monter. Une autre caractéristique, c'est qu'en fait, il y a juste un déshumidificateur qu'ils utilisent pendant l'été qui est relié à des plaques solaires. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment des bâtiments qui consomment très très peu d'énergie et ils confirment que pour la majorité des collections, il n'y a pas de conséquences dramatiques, de détérioration. Évidemment, les collections particulières plus fragiles, il faudra sans doute un microclimat. Par contre, deux choses pour moi à faire attention avec ce modèle qu'on appelle le modèle de Copenhague. Et donc en 2005, c'était Ribe, et donc 2013 Vejle, donc 2005 c'était les briques de terre crue. C'est que c'est des espaces qui sont complètement aveugles, avec un renouvellement de l'air très très bas, de 0,01 volume par heure, je pense. Et donc les gens ne peuvent pas travailler dans ces réserves. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer, sortir, mais on ne peut pas y passer des heures. Donc ça, c'est une contrainte. Et là, c'est une autre contrainte que moi je rajoute. En ayant changé les matériaux de construction des bâtiments, c'est des bâtiments basse consommation énergétique, mais du coup, pour moi, je trouve que ce n'est pas des bâtiments écologiques au niveau des matériaux qu'ils utilisent. Parce que c'est pas des matériaux biosourcés. Maintenant, ils vont utiliser des plaques avec de l'aluminium ou du plastique pour construire les murs. Ce sera très très l'air très très comment est-ce qu'on dit très très confiné avec une circulation de l'air. Mais au niveau du bâtiment, il faut aussi prendre en compte, pour moi, je pense, les matériaux avec lesquels on construit les bâtiments. Donc ça, c'est par rapport au modèle de Copenhague. Et du coup, je vais envoyer une question à Agnès, mon homonyme, par rapport. C'était un petit peu la même question qu'il y a eu hier par rapport au musée dans le sud-ouest. Est-ce que vous allez construire, les nouveaux bâtiments, vous allez les construire aussi en faisant attention à toutes les traditions vernaculaires des matériaux qui pouvaient être utilisés au 19e siècle, au début du 20e siècle, dans les pays tropicaux? Je fais allusion à un journal qui s'appelle La Maison écologique, qui vient de sortir un article sur justement la construction bioclimatique. Et je rappelle toujours, c'est toujours vers l'habitation, mais c'est des gens qui réutilisent, qui vont chercher des palmes, des feuilles de palme, de palmiers, ce genre de choses. Nous, on n'y pense pas du tout. Mais est-ce que vous avez pensé à ça par rapport aux matériaux que vous allez utiliser pour la construction des bâtiments ? Alors, non, je pense pas qu'on soit dans cette démarche-là. Je pense qu'il y aura une attention particulière donc sur la qualité environnementale du nouveau bâtiment.
Mais bon, après, je maîtrise pas très bien les techniques de construction vernaculaire, mais on a beaucoup construit en bois, typiquement, et avec en favorisant beaucoup la ventilation naturelle. Et je pense que ça va pas forcément être adapté à notre besoin, puisque la ventilation naturelle, on le fait par exemple au musée Stella Matutina, c'est ce qu'on a mis en place, et ce qui nous permet de n'avoir aucune climatisation dans ce musée, et il fait bon toute l'année. Mais pour les réserves, je pense pas que ce soit très compatible, parce qu'on a la corollaire, on a un apport de poussière important, et puis on n'est pas sur des bâtiments qui vont être étanches, donc je pense qu'on va pas forcément pouvoir avoir ce type de construction dans notre bâtiment, mais probablement qu'on aura une attention, oui, particulière sur les techniques qui vont être appliquées. Mais ce sont pas des constructions en fait ou des techniques de construction qui sont très très développées à l'heure actuelle sur l'île. On a plutôt des principes qui vont être de créer des puits pour permettre justement favoriser la ventilation naturelle, de coupler les brasseurs d'air avec la climatisation pour favoriser donc la circulation de l'air et pouvoir augmenter en l'occurrence les températures de clim. Mais sur les techniques même de matériaux, je pense qu'on va pas forcément être dans cette démarche-là, puisque je suis pas sûre en fait d'avoir un marché localement pour ça, ce qui est très dommage. Mais à l'heure actuelle, c'est pas des choses que j'ai déjà vues en construction. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos réponses et vos questions. Une autre question? Merci. Je suis désolé pour mon français, c'est très mauvais. Mais j'ai deux commentaires pour la trimatrice. Je suis très surpris qu'il n'y a pas de considération sur l'erreur de l'instrument et aussi l'erreur quand on fait les valeurs médianes. Et la deuxième, c'est sur la distribution de les points. Elle utilise les points. Sur un système tridimensionnel, elle peut donner de forts résultats. Parce qu'on voit là, on a les rectangles, c'est bon, mais on peut avoir 2000 points sur le même lieu, et seulement 500 faire de les okay, I'll try in English because I don't want to. So if we have a lot of points in the same place with the same color, it doesn't tell us if the distribution is actually good or bad, because we might have 2,000 points in the rectangle and just 500 outside. But if we see a monocolor view, it looks like it's terrible. It might actually be good. Effectivement, c'est vrai que sur les nuages de points, c'est vrai qu'effectivement, on a une plage, un aplat coloré. C'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité de superposition des points, ce qui fait que ça peut perturber la visibilité. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une possibilité de contourner un peu ce sujet-là, parce qu'en fait, j'avais testé avec des bulles sphériques, pour voir, ou des bulles qui augmentaient la dimension, qui augmentaient de dimension, font de la concentration sur certaines zones. C'est devenu lisible, en fait, en superposition. Donc, j'avais testé, c'était pas concluant. Je me suis demandé, par contre, avec une sorte de pirouette, de faire en sorte que chaque point constitutif du nuage de points soit cerné, que faire une sorte de nuancier, de dégradé de couleur du plus clair sur l'extérieur vers le plus foncé, et comme ça, en se superposant, en fait, on voyait peut-être une zone plus sombre que l'autre, puisque chaque point était lui-même n'était pas coloré de la même façon. Donc j'ai procédé, je pense, à cette proposition-là. J'ai essayé de voir si c'est déjà au moins degré, ça donnera déjà un peu plus une information. Ce sera pas parfait, mais ça pourrait peut-être effectivement aider en cela. Et l'erreur? Juste pour compléter par rapport au nuage de points de Jocelyn, en fait, il se lie aussi avec la plage d'optimalité et du
pourcentage de points qui atteignent la cible. Donc ça permet, en comparaison le nuage de points et les plages de conformité, de se dire 95% du temps, même si on a un spot un peu étalé, qu'on est quand même dans la cible, et que tous les autres petits points périphériques sont finalement peut-être juste un point de mesure et qu'ils n'ont pas été superposés des dizaines de fois. Donc je pense que c'est aussi une lecture qui doit se faire, et c'est ce que tu disais et que tu diras aussi probablement tout à l'heure, hein, sur la lecture des courbes, qu'elles se complètent les unes et les autres pour vraiment les comprendre au mieux. C'est vrai, effectivement, et je le dirai tout à l'heure. mais j'avais oublié. Mais les premières questions sur l'erreur, je suis très intéressé. Parce que si on ne prend pas la considération de l'erreur de l'instrument et l'erreur de la calculation des valeurs médianes, on peut faire des résultats qui ne sont pas réels. Oui, tout à fait. C'est pour ça, effectivement, que dans les propositions du module, il y a la fameuse colonne grise où on dit est-ce qu'il y a potentiellement un risque d'erreur sur la température, sur cette ligne de calcul, ou un risque d'erreur pour l'hygrométrie. Et à ce moment-là, comme il y a normalement la possibilité de filtrer, c'est que soit la case reste grise, et à ce moment-là, il n'y a pas a priori, l'application ne détecte pas une potentielle erreur. Par contre, dès qu'il y a qu'elle estime qu'il y a un risque d'erreur, et il va marquer valeur aberrante, valeur quelque chose, je ne me rappelle plus du terme que j'avais employé, mais valeur à réinterroger, mettons, et à ce moment-là, ça va se mettre automatiquement en rouge, de façon à ce que visuellement, donc soit on filtre, ou soit on scrolle, et à ce moment-là, on voit quelles sont les cases rouges, et à ce moment-là, on vérifie manuellement, mais ça implique effectivement qu'une fois avoir fait d'avoir collé les valeurs, de regarder, d'avoir ce réflexe-là, de regarder s'il n'y a pas une valeur aberrante, soit en scrollant, ou soit effectivement en filtrant ces deux colonnes pour voir ce qui en ressort. Merci. Peut-être une dernière question pour Camille ou Agnès, si vous en avez encore une. Sinon, je vous libère pour la pause déjeuner. Oui. Merci. Bonjour à tous, merci à tous les intervenants pour les présentations qui étaient très intéressantes. Et c'est par rapport à l'intervention sur Bibract hier et le journal du coup qui permettait en fait de recenser tous les problèmes et dysfonctionnements de la vie en fait générale. Et du coup je sais pas où est la personne elle est plus là. Ah bah voilà, bon bah du coup je pose quand même ma question, mais c'est comment mettre en place ce journal, qui intégrer dans la chaîne de process, et est-ce que ces données là est-ce qu'on intègre ce journal là aux données pour les traiter, est-ce qu'on les retire, qu'est-ce qu'on fait de ce journal en fait après quoi. Mais merci beaucoup pour votre question. Ça sera l'objet de ce qu'on va voir cet après-midi. Donc c'est une très bonne question, parce qu'effectivement on n'avait pas fini d'exposer tout le propos. L'idée c'est de se dire que l'interprétation des données, elle ne peut pas se faire exclusivement à partir des courbes qu'on récupère des appareils, et que tout le contexte qui est capitalisé va permettre ensuite de donner une interprétation la plus fidèle et compréhensible possible par rapport à la réalité du terrain. Donc on va voir tout à l'heure après la pause l'ensemble des points qu'il va falloir effectivement capitaliser pour pouvoir les confronter aux données climatiques. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, oui, mais on regardera ça en détail tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête pour la pause déjeuner. Merci beaucoup à Camille et à Agnès d'avoir été avec nous depuis la réunion et depuis, je ne sais plus où tu es Camille, mais en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve à 14h pour la dernière demi-journée. Merci à tous, bon appétit.